D'abord, merci beaucoup pour votre accueil. On va parler pendant 1 heure de concurrence structurée en Java 26 et 27, et puis un petit peu en 25 également quand même, parce que souvent les gens utilisent 25 sur les projets. Voilà. Je m'appelle José, je travaille pour Oracle depuis quelques années maintenant. J'ai fait un QR code avec tout un tas de liens. Avec du contenu que je publie sur Internet, sur YouTube, GitHub, où j'ai pas mal de projets, des labs également, dont un lab d'ailleurs sur la concurrence structurée. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher la dernière version du lab que j'ai faite à Devox France. Voilà, il y a quelques semaines. Et je m'occupe également d'un site web qui s'appelle dev.java, qui est censé avoir de la documentation à jour sur les différentes API du JDK et sur le langage Java. Donc, vous pouvez également visiter ce site web si ça vous intéresse. Et puis, il y a quelques semaines a eu lieu une conférence assez majeure dans l'environnement Java qui s'appelle Java One. C'est à San Francisco. Alors, tout le monde n'a pas forcément l'occasion d'aller à San Francisco, mais on est en train de publier dans l'équipe l'intégralité des vidéos des conférences, des présentations qui ont été faites par toutes les personnes que vous avez sur cette photo, sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur youtube.com/Java, vous aurez les vidéos, de même que, enfin, les vidéos de la conférence, de même que toutes sortes, enfin, plein d'autres contenus également de, de vidéos, de documentation sur la plateforme, le langage, les API, etc. Et puis, dernière petite page de publicité avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, avant-dernière, euh, tout ce qui se passe sur le projet Loom, donc qui est le projet qui chapeaute le développement de la concurrence structurée et des threads virtuels, se déroule sur le site de l'OpenJDK. Et donc, je vous invite à aller visiter ce site, à chercher le lien Loom et à lire les mailing lists si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez envie de poser des questions pertinentes, si vous pensez que vous avez détecté un bug, ou si vous avez un cas d'utilisation et vous dites, mais en fait, mon cas d'utilisation, il n'est pas vraiment traité par l'API, je pense que ce serait intéressant de le faire. Ça, c'est le feedback dont les gens qui développent ces API sont extrêmement friands. Voilà. Tout se passe en ouvert. Il n'y a pas de développement, tout est en open source, etc. Et vous pouvez même aller chercher le code du JDK sur GitHub et le construire vous-même si vous en avez envie. C'est un petit peu geek comme occupation, mais c'est aussi assez amusant. Et puis, si vous voulez vraiment être sur on the edge, hein, sur la crête de la vague en termes de nouveautés, vous pouvez aussi vous connecter sur jdkjava.net. Il y a ce qu'on appelle les versions early access, c'est-à-dire avec des fonctionnalités qui ne sont pas encore dans le JDK, pas même en tant que preview ou en tant qu'incubateur. Il y a une early access de 27 qui va sortir en septembre, mais vous pouvez déjà commencer à le télécharger et à regarder et jouer avec si vous voulez. À partir du mois de juin, on sera en termes de fonctionnalités, on aura l'ensemble des fonctionnalités du 27 qui seront là. Donc ça, c'est dans quelques semaines en fait. Si vous avez envie de jouer avec Leiden ou avec Valhalla, qui est un projet très chaud en ce moment, vous avez aussi des versions early access de ces projets-là qui sont disponibles sur JDK, Java.net. Voilà. Et nous, donc, on va parler du projet Loom. Merci José pour vos vidéos de formation Java. Une vraie mine d'or. Ravi qu'elle te plaise, Karim. Je suis très content. Voilà. Il y en aura encore d'autres qui vont venir. Donc voilà. Le projet Loom, Loom en anglais, ça veut dire métier à tisser. C'est pour ça que Duke, là, il est devant ce métier à tisser en forme de lambda. C'est une petite. Il y a pas mal d'éléments en fait relatifs à Java sur ce dessin. Et Loom, c'est métier à tisser. Et le projet Loom, le premier objet du projet Loom, c'est d'amener les threads virtuels. Donc, thread, ça veut dire fil en anglais. Et thread virtuel, on peut en avoir vraiment des centaines de milliers, des millions dans une application. Donc, c'est pourquoi il y a ce lien entre enfin, pour ça que le projet Loom a été appelé comme ça. Parce que ça consiste à assembler tout un tas de fils d'exécution pour les applications et notamment les applications réactives. Les threads virtuels, on a eu la première preview dans le JDK 19, c'est-à-dire en 2022. Ça paraît être une éternité, c'était déjà il y a 4 ans. Et ils ont été publiés en tant que fonctionnalité finale à partir du JDK 21.
Et la JEP qui décrit ces threads virtuels, c'est la JEP 444 que vous avez sous les yeux. Petite remarque au passage, les JEP, ce n'est pas des documents de spécification, c'est des documents à visée pédagogique. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller les chercher. Ils sont sur le site de l'OpenJDK, hein. Et aller les lire si vous voulez vraiment apprendre comment ces fonctionnalités fonctionnent et comment vous pouvez les utiliser dans vos applications. Il y a y compris des exemples de code, des patterns à suivre, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. En 21, il restait quand même un problème à régler avec les threads virtuels qu'on appelle le pinning on synchronization. Alors, je n'ai pas rentré dans les détails parce que ça nous emmènerait trop loin. Si vous allez chercher sur YouTube les vidéos de Devox France, on a fait une présentation avec Rémi, qui va parler juste après moi d'ailleurs, de toute autre chose. On a fait une présentation sur Loom de 3 heures à Devox France, dans laquelle on rentre vraiment dans les détails à la fois du problème et de la solution, puisque le problème de pinning on synchronization pour les threads virtuels a été résolu dans JDK 24. Si vous utilisez JDK 21 et que vous avez des applications construites sur les threads virtuels, ça, c'est pas vraiment un bug fixe, mais disons que c'est une amélioration des threads virtuels qui, à elle seule, mérite l'effort de transition de migration vers 25. C'est vraiment quelque chose de tout à fait majeur. Deuxième élément du projet Loom, hein, premier élément, c'est les threads virtuels. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les scope values. Et les scope values, elles ont été publiées en version finale, également en 25. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que maintenant, on peut vraiment en parler et montrer des patterns de code définitifs, puisque c'est une version finale. Elle a été également dispo en preview pendant pas mal de temps. Je vais en parler un peu à la fin de cette présentation. L'ESCO Value, en 2 mots, c'est un modèle qui permet de remplacer, de rendre les mêmes services que les services rendus auparavant par les threads locaux, par les variables threads locales. La différence, c'est que les variables threads locales, c'est un vieux machin qui a été designé pour le JDK 2, donc en 98. Scope Value, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant dans son design, qui marche mieux avec la JVM, qui va permettre des optimisations, etc. Ça ne veut pas dire que les variables threads locales ne sont pas compatibles avec les threads virtuels. Les threads locaux sont compatibles avec les threads virtuels, mais par contre, les scope values, c'est vraiment le modèle qu'il faut utiliser à présent. Et puis la concurrence structurée, bah, c'est toujours quelque chose qui est en preview et qui est en preview depuis pas mal de temps, puisque ça fait 6 versions de preview qu'on a. Et en 27, on sait déjà que ce sera encore une version preview. Donc, je vais vous parler principalement des versions de la version 26, avec les différences qu'il y a avec la version 25, et puis de ce qui nous attend dans la version 27, parce qu'il va encore y avoir quelques modifications dans la version 27. Quand est-ce que la concurrence structurée sera disponible en version finale? Bah pour l'instant, on n'en sait rien. Je ne sais pas si c'est décidé, mais en tout cas, il n'y a pas eu de publication dans ce sens. Donc, il est possible que ce soit final en 28. 28, c'est pour mars 2027. Hein. Je ne vais pas dire que c'est demain, parce que ce n'est pas tout à fait demain, mais enfin, ce n'est pas non plus dans 10 ans. Peut-être que ce sera encore une prévue dans 28. Pour l'instant, il n'y a pas eu de communication sur ce point-là. À quoi sert Loom? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser, parce que c'est quand même un projet assez important et qui a nécessité un effort d'ingénierie assez colossal. Loom, ça vise à régler les problèmes qu'on a avec la programmation concurrente sur la plateforme Java. Alors, quand je dis les problèmes de la programmation concurrente, on en fait depuis que Java existe, hein. On a un modèle de programmation concurrente depuis les toutes premières versions de Java. Et d'ailleurs, à l'époque, Java, c'était un des rares langages à sortir avec un modèle de programmation concurrente intégré à la fois dans le langage et dans son API runtime standard. Il y a quelques problèmes avec. Les 3 problèmes principaux que Loom veut régler. Le premier, c'est que bloquer un thread platform, c'est quelque chose qui est problématique dans une application et qu'on veut éviter. Et la programmation réactive a pour objet d'éviter de bloquer des thread platforms tout en faisant fonctionner des applications. Donc ça, c'est le premier problème à régler. Le deuxième problème, c'est que quand vous avez une exception qui est générée dans un processus, dans une tâche, et que cette tâche s'exécute dans un thread, bah, il arrive que la stack trace que l'on a, donc la pile d'appels que l'on a associée à l'exception, ne permet pas de débugger le problème qu'on a. Ça, si vous avez fait de la programmation réactive, des computable futures ou n'importe quel autre framework, c'est quelque chose que vous savez bien.
Si vous avez une lambda qui génère une exception, la stack trace, elle ne vous emmène pas du tout dans votre application, elle vous emmène dans votre framework. Et pour débugger, c'est quelque chose qui est vraiment très ennuyeux et qui rend les choses beaucoup trop compliquées. Et puis, il y a un troisième problème, c'est qu'on on peut se retrouver dans une situation où on a des threads qui sont bloqués sur des choses, sur des tâches qui ne rendent pas la main. Et c'est très difficile d'avoir une information sur ce que font ces threads et la raison pour laquelle ils sont bloqués. Il y a des cas d'usage, malheureusement, qui sont des bugs dans l'application, dans votre application, qui peuvent mener à cette situation. Et ça, c'est très embêtant parce que la seule façon de régler le problème, bah, c'est de redémarrer l'application. Un thread qui est bloqué, on n'a pas de moyen de l'interrompre par l'extérieur. Un thread pour s'arrêter, il faut que ce soit une décision qui soit prise à l'intérieur du thread, donc à l'intérieur de la tâche que vous exécutez dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est très embêtant parce qu'évidemment, un thread, notamment un thread plateforme, ça coûte assez cher. Et donc, avoir des threads plateformes qui font rien dans une application, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter au maximum. Les threads virtuels règlent ces problèmes-là, ces trois problèmes. La première chose, c'est qu'un thread virtuel, c'est un objet Java normal, comme une array-list, comme une HMAP. Et on peut en avoir à peu près autant qu'on veut dans une application. En tout cas, on peut en avoir vraiment des centaines de milliers, voire des millions, alors qu'un thread platform, on est limité à quelques milliers. Donc on a un facteur 1000 à peu près entre la limite sur le nombre de threads platform qu'on peut avoir et le nombre de threads virtuels qu'on peut avoir. La deuxième chose, c'est que bloquer un thread virtuel, ne bloque pas le thread platform qui est en train de l'exécuter. Un thread virtuel, ça s'exécute au-dessus d'un thread platform, mais bloquer un thread virtuel, ça ne bloque pas le thread platform. Donc le problème du code bloquant qui bloque les threads platform est réglé par les threads virtuels. Et en fait, les threads virtuels sont faits pour exécuter du code bloquant. N'exécuter rien d'autre que du code bloquant dans un thread virtuel, ça ne sert à rien. Voilà. La concurrence structurée, c'est quelque chose donc qui est construit sur les threads virtuels et qu'on va maintenant voir un petit peu en détail. Et avant de vous parler de ça, je voudrais revenir sur un vieux problème de la programmation. Quand je dis vieux, c'est voilà, vraiment vieux. Il y a eu un moment où dans les langages, on faisait des goto pour aller sur des labels, etc. Donc dans des ifs, on faisait des goto. Et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Dijkstra qui a publié cet article, Goto Statement Considered Harmful. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas mettre de goto dans votre application. C'est quelque chose qui est mal et qu'il ne faut pas utiliser. Et dans cet article, dans lequel, ça c'est une reproduction de cet article, il dit qu'il a observé que la qualité des programmeurs, okay, des gens qui écrivent du code, pas des applications, est une fonction décroissante de la densité de goto qu'ils ont écrit dans leur programme. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'il a écrit en 1968, à une époque où une grosse application, elle faisait 2000 lignes de code. Aujourd'hui, on fait des applications de dizaines de millions de lignes de code. Vous imaginez bien que le problème se serait amplifié encore plus si on avait maintenu GoTo, enfin, la possibilité d'avoir des GoTo dans les langages. Alors GoTo, c'est un mot réservé en Java, mais il n'est pas utilisé. Voilà. Donc on n'a pas le droit de. Il n'y a pas de GoTo, il y a pas, ces fonctionnalités n'existent pas. Et on peut pas. Et a priori, ça m'étonnerait qu'un jour quelqu'un implémente le GoTo en Java. Pourquoi est-ce que ce monsieur Dijkstra, qui est un universitaire, hein, quelqu'un de tout à fait éminent dans le domaine de la programmation, pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Le problème, c'est que si vous avez des GoTo dans votre langage, ça veut dire que vous pouvez sauter de n'importe quel endroit de votre application à n'importe quel autre endroit. Et si sur cet autre endroit, vous avez un bug, vous avez une exception qui a été générée, bah, vous n'avez pas de pile d'appel. Vous ne savez pas et vous ne pouvez pas savoir vous pouvez pas savoir. C'est très difficile de savoir ce que faisait le programme juste avant. Peut-être que certaines personnes parmi vous ont fait du basique. En basique, vous avez des numéros de ligne et vous pouvez faire des goto sur un numéro de ligne. Quand vous êtes sur un numéro de ligne, c'est quasiment impossible de savoir d'où est-ce que vient l'exécution du programme quand vous avez un bug sur ce numéro de ligne. Et ça, c'était déjà problématique quand les applications faisaient quelques centaines de lignes. Ça les rendait indébugables.
Vous imaginez aujourd'hui ce que ça peut être. Le fond du problème, c'est qu'on n'a pas de stack trace, on n'a pas de pile d'appel quand on utilise des GoTo. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la programmation concurrente? On a un thread qui est en train d'exécuter des instructions, et puis à un moment, il décide de lancer une tâche dans un autre thread. Et cet autre thread, il est dans un exécuteur service, pour éventuellement le créer à la main, on va supposer que c'est dans un exécuteur service, qui a des threads au chaud qui sont prêts à exécuter des tâches, et d'ailleurs qui sont en train d'exécuter des tâches. Et la tâche qu'on envoie, mettons que ce soit un runnable, eh ben, elle est exécutée dans un des threads de cet exécuteur. Le programme principal, lui, va continuer à s'exécuter avec des instructions supplémentaires. Et puis ce runnable, il va finir par arrêter son exécution. OK. Et puis ces deux exécuteurs service, ces deux threads d'exécuteurs service, ils vont continuer à exécuter, les différentes tâches qui leur ont été confiées. Et vous voyez que quand on est dans un contexte comme ça, le runnable, si jamais j'ai une exception qui est générée dedans, bah, la pile d'appel, elle va m'emmener dans le thread qui est en train de l'exécuter et à l'endroit où ce thread a été créé. À quel endroit est-ce que ce thread il a été créé? Il a été créé probablement quand mon application a été créée elle-même, au moment où mon application a démarré. Pourquoi? Parce que j'ai un exécuteur service et que cet exécuteur service, c'est lui qui a créé le thread. Et cet exécuteur, il a probablement été créé par mon serveur d'application, mon Spring Boot, mon serveur Quarkus, que sais-je encore, ou Elidon. OK? Donc en fait, quand on exécute une tâche dans un autre thread, que ce soit dans un exécuteur service ou dans un computable future, parce que j'aurais pu vous faire la même chose avec l'exécuteur service, avec le computable future, c'est exactement comme exécuter un goto. L'information sur le morceau de code qui a créé cette tâche et qui a soumis cette tâche à mon exécuteur service ou à mon computable future, elle est perdue. Et c'est ça qui fait que les piles d'appel dans les frameworks réactifs sont complètement décorrélées avec mon code applicatif. C'est parce que l'information sur le morceau de code qui a créé cette tâche et qui l'a soumise à ce thread est perdue. Et la concurrence structurée résout ce problème. Elle résout ce problème au sens où, quand vous êtes dans un thread généré dans le contexte de cette API, vous savez exactement où est-ce que ce thread il a été créé et vous savez où est-ce que votre tâche a été créée dans votre application. Et ça, quand on fait du débugage, c'est-à-dire quand on fait de la programmation, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je voudrais revenir un instant sur ce petit schéma-là, parce qu'il a un avantage, c'est qu'il est, outre le fait que je trouve joli, en même temps c'est moi qui l'ai fait, c'est supposer que dans votre runnable qui est là, vous positionniez une variable thread local. Okay, votre variable thread local, elle est attachée au thread qui est en train d'exécuter votre runnable. D'accord? Ça veut dire que si, quand vous quittez votre runnable, vous n'avez pas pensé à faire un remove, bah, toutes les tâches qui vont s'exécuter après celle-là dans le même thread vont avoir accès aux variables thread local que vous avez positionnées. Donc, si vous avez positionné une transaction, une clé de sécurité, de l'authentification, n'importe quoi, et que vous oubliez de faire ce remove, eh ben, vous avez une magnifique faille de sécurité dans votre application. Notez que thread local a été créé en 98 et le pattern exécuteur service, lui, il a été amené en Java 5, c'est-à-dire en 2004. Il y a 6 ans qui s'écoulent entre le design des deux API. 6 ans, c'est énorme. Hein. C'est le temps qui nous sépare de la première preview feature des threads virtuels. Non, pas tout à fait. Il n'y en a que 4. C'est encore plus long que ça. 6 ans, c'est vraiment beaucoup. Et en fait, quand l'exécuteur service est arrivé, il y a une méthode remove qui a été ajoutée sur thread local. Parce qu'avant l'exécuteur service, on créait un thread, on exécutait une tâche, et le thread, on le laissait mourir. Donc là, il n'y a pas de problème. Comme le thread mourait, toutes les variables thread locales, elles étaient dégagées en même temps. Mais ce n'est plus le cas, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous exécutez des tâches asynchrones avec un computable future ou avec n'importe quel framework asynchrone que vous puissiez avoir? Bah, vous avez vos instructions, et puis à un moment, vous avez toutes vos tâches asynchrones
que vous êtes en train de créer, vos suppliers, vos fonctions, tout ça. Et puis vous les assemblez les unes avec les autres avec les différentes méthodes de votre framework asynchrone. Et à la fin, toutes ces petites tâches, elles vont être balancées à un exécuteur service. Alors, c'est peut-être un common fork join pool, ça ne change rien. OK? Et elles vont être exécutées par les différents threads de cet exécuteur service. Et puis, évidemment, comme vous n'avez pas qu'un seul service qui est en train de s'exécuter dans votre application, vous avez d'autres tâches qui vont arriver, qui vont se mélanger avec les autres, avec les premières, et qui vont également être exécutées dans cet exécuteur service. À chaque instant, chaque thread exécute une tâche, et s'il y en a trop, s'il y a plus de tâches à exécuter qu'il y a de threads, et en général c'est le cas, ben les autres, elles attendent dans une file d'attente, et voilà. Dans le cas de la concurrence structurée, les choses se passent presque de la même façon. Vous créez vos tâches asynchrones, et vos tâches asynchrones, c'est les mêmes. C'est toujours des suppliers, des runables, des callables. Enfin non, ce pas des suppliers. C'est des runables ou des callables. Puis vous pouvez avoir des transformations, qui sont des fonctions, qui sont des consumers, n'importe quoi. Vous allez créer un objet. La classe de cet objet, enfin le type de cet objet, c'est Structured Task Scope. Et vous allez soumettre ces tâches à votre Structured Task Scope. Et votre Structured Task Scope, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des threads virtuels à la demande pour exécuter chacune des tâches. Et là, vous voyez déjà que vous n'êtes pas dans le même contexte que le contexte de l'exécuteur service tout à l'heure, où votre thread, il était créé par l'exécuteur, et l'exécuteur, il était créé par votre application au moment où elle démarre. Pourquoi est-ce que dans le cas de l'exécuteur service, on fait comme ça? C'est parce qu'un thread plateforme, c'est quelque chose qui est coûteux. Okay, ça prend 1 milliseconde à créer. C'est quelque chose qui est coûteux, qui est précieux, donc qu'on crée une fois et qu'on réutilise. Un thread virtuel, c'est comme... Salut Rémi. Un thread virtuel, c'est comme un objet Java classique, une HMAP ou une arraylist. Donc vous pouvez le créer à la demande et vous pouvez le laisser mourir. Il ne faut pas chercher à pouler des threads virtuels. Ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, ce structuré de task scope, les différentes tâches qui s'exécutent vont générer des résultats qui peuvent être des résultats ou des exceptions. Et puis quand vous avez les résultats et les exceptions, les threads virtuels, ils meurent, c'est les objets Java, donc ils vont finir par être garbagés. Et ce structuré de task scope, il a une caractéristique, c'est que c'est un objet qui est auto-closable. Donc quand vous quittez l'exécution de ce truc-là, le scope.close, il va être appelé. Et si jamais vous avez des threads qui sont toujours en train de fonctionner, il va les interrompre. Et il y a des structurés de task scope qui peuvent fournir des résultats à votre processus avant la fin de l'exécution de l'ensemble des threads virtuels. On va voir ça dans un instant. Et donc, la méthode close, elle est appelée. S'il reste des threads, ils sont interrompus. Quand tout est interrompu, quand tout est fermé, à ce moment-là, vous pouvez continuer avec votre business process, avec votre processus business. Vous allez pouvoir récupérer toutes ces données, résultats, exceptions, et générer un résultat global pour le processus du structured task. Si jamais vous avez une tâche qui ne s'interrompt pas, vous voyez, tout à l'heure, on disait il y avait des threads qui peuvent être bloqués sur des tâches qui ne rendent jamais la main et on ne sait pas ce qui se passe si on est obligé de redémarrer l'application. Si jamais vous avez ce même genre de cas avec le structuré de task scope, votre thread virtuel, qui ne s'arrête jamais, va en fait bloquer le close. Le close va se rendre compte de ça et le close ne va pas rendre la main. Donc, ça va bloquer votre business process. Alors, vous dites, mais c'est embêtant d'avoir un business process qui est bloqué. Effectivement, ça porte un nom, ça s'appelle un bug, mais au moins, si jamais vous interrompez les choses, vous faites un thread dump ou quoi, vous avez une pile d'appel qui vous dit je suis dans cette méthode close en train de m'exécuter. Cette méthode close, elle a été appelée à tel endroit dans votre application et j'ai un thread qui ne rend pas la main, il y a une tâche qui ne rend pas la main. Donc c'est pour ça que je suis bloqué. Et là, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour faire du débugage. Donc vous êtes dans une situation qui est bien meilleure que la situation précédente, où la seule solution, c'était de redémarrer l'appli, mais sans aucune information sur pourquoi est-ce que votre appli ne fonctionnait plus. Donc, vous ne pouvez plus avoir de ce qu'on appelle des loose threads, c'est-à-dire des threads qui font des choses, mais vous ne savez pas quoi et vous n'avez pas la main là-dessus, dans votre application en utilisant ce genre de pattern. Donc là, on a vraiment résolu tous les problèmes qu'on avait précédemment, ce qui est quand même une excellente nouvelle.
Alors, la concurrence structurée, comment est-ce que ça fonctionne? Là, je vous ai montré un peu j'ai envie de dire, le, le truc de façon globale. Et maintenant, on va regarder un petit peu du code. Je vais vous montrer du code et des patterns de fonctionnement. Il y a une question qui n'est pas une question qui s'adresse vraiment à moi. Donc, voilà, Paul, on va, on va répondre à ta question, mais c'est pas moi qui vais le faire parce que c'est des choses, j'ai pas les réponses à ces questions. La première étape, ça consiste, je vais vous montrer sur le code parce que ça, c'est du blabla et je peux vous montrer le code directement. La première étape, ça consiste à créer un objet qui est de type structuré de Taskscope. Structuré de Taskscope, si vous avez joué avec les versions précédentes de l'API, c'était une classe à l'origine et on pouvait étendre cette classe pour faire des choses avec. Maintenant, c'est l'interface et c'est une interface scellée. Donc, vous ne pouvez pas l'étendre, vous ne pouvez pas l'implémenter vous-même, vous êtes obligé de jouer avec l'implémentation que l'API vous donne, ce qui est probablement une bonne chose. Donc, vous appelez la méthode open, qui est la méthode factory, vous récupérez cet objet scope, et la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut que vous soumettiez des tâches à cet objet scope. Ces tâches, elles peuvent être, ça peut être des runnables ou des callables. Ici, là, en l'occurrence, c'est un callable. Et vous les soumettez avec une méthode qui est la méthode fork. Donc, on va dire qu'on fork une tâche. C'est un beau mot de la langue française. Et en échange de cet appel à fork, on récupère un objet qui est un objet de type subtask qu'on va voir dans un instant. Vous pouvez vous dire que c'est à peu près la même chose qu'un future, cet objet subtask. Fonctionnellement, il fait à peu près la même chose. Une fois que vous avez forqué vos tâches, et vous pouvez en forquer beaucoup, hein, des dizaines, hein, des centaines, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Les threads virtuels, vous pouvez en avoir plein, donc vous pouvez avoir plein de tâches aussi. Vous avez besoin d'appeler join. Et tant que vous n'avez pas appelé join, vous n'avez pas le droit d'analyser le contenu de vos tâches. Vous pouvez demander dans quel état elles sont, mais vous ne pouvez pas chercher à savoir si elles ont produit un résultat ou pas. Donc on va voir comment ça marche. Et le join, il bloque tant qu'il y a des tâches qui sont en train de s'exécuter. OK. Et quand les tâches ont fini de s'exécuter, bah, il va rendre la main. Et à ce moment-là, vous pouvez analyser le résultat de vos tâches. Vous avez une méthode get et puis une méthode exception qu'on va voir dans un instant pour récupérer le résultat du callable qui est là. OK. Une fois que vous avez l'appel à join, il est bloquant, mais si vous le faites dans un thread virtuel, c'est bon. Bloquez vos threads virtuels, c'est ce qu'il faut faire. L'appel à get, lui, il n'est pas bloquant, puisque le join ne rend la main que quand le get a quelque chose à répondre. Et puis quand vous sortez de ce truc-là, comme vous êtes dans un beau try with resource, à ce moment-là, vous avez la méthode close qui est appelée. Et là, je suis dans la situation heureuse, hein, tout s'est bien passé, j'ai fait un get, la vie est belle. OK, mes threads virtuels sont tous arrêtés, le garbage collector est en train de les nettoyer. Donc le close, il va rendre la main immédiatement. Alors, cet objet subtask dont je vous parle, c'est une interface scellée et elle a trois méthodes. Elle a une méthode state qui peut retourner un available, success ou failed, okay, dépendamment de ce qui se passe à l'intérieur de cet objet-là. Et puis vous avez deux méthodes, une méthode get et une méthode exception. Get, vous l'appelez quand le state il est en success, exception quand il est en failed, et vous avez le résultat ou l'exception qui a été générée. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un callable qui jette une exception? À ce moment-là, cette exception, elle est récupérée par le structuré Taskscope, elle est wrappée dans une fail d'exception et elle est jetée directement par join. On va le revoir en détail dans un instant, mais ce join, en fait, il joue un rôle assez important parce qu'il peut retourner un résultat global avec vos tâches ou jeter une exception. Alors, question, est-ce que les services d'exécution sont obsolètes? Bah non, ils sont toujours là, et au moins pour des raisons legacy. Par contre, si vous programmez une application à partir de 25, 26, ou quand on aura la concurrence structurée en version finale, peut-être en 28 ou en 29, peut-être encore après, bah dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin d'exécuteur service directement. Voilà. Vous pouvez créer des applications de type service sans exécuteur service avec l'application de l'API de concurrence structurée. Est-ce que ça perd son intérêt complètement? Non, il y a toujours des endroits où vous pouvez en avoir besoin. Mais pour ce cas-là, vous n'en aurez plus besoin. À l'intérieur, comment est-ce que ça fonctionne?
Qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez une de vos tâches qui jette une exception? Là, je vais supposer que ligne 62, j'ai mon read image qui a jeté une exception. Ligne 62, c'est l'endroit où j'ai à la fois créé la lambda et où je l'ai soumise. La pile d'appel que vous allez avoir, c'est celle-là. Vous avez la ligne 62, elle est dans votre pile d'appel, et à l'intérieur de la méthode SomeService, ça va vous dire, bah voilà, en ligne 12, c'est là ma, que mon processus a jeté l'exception. Et donc, vous voyez que la pile d'appel, elle vous emmène à la création du thread virtuel, mais elle conserve quand même l'endroit où vous avez créé votre lambda. Là, le myapp lambda main 0, ça, c'est l'endroit où vous avez créé votre lambda. Donc, dès l'instant où vous créez vos lambdas pas trop loin de l'endroit où vous les avez soumises, vous savez exactement où se trouve le problème dans votre application. Et ça, c'est un gain par rapport aux applications actives, par rapport aux frameworks actifs, qui est absolument énorme. Vous pouvez faire de la configuration également sur votre structure Taskop. Euh, vous pouvez passer deux objets en fait à la méthode open. Il y a des overloads de cette méthode-là. Vous pouvez passer un joiner, et ça je vais vous en parler dans une minute. Et puis vous pouvez passer également un objet, en fait c'est un unary operator de configuration. Et à partir de cet objet configuration, vous pouvez positionner trois éléments, donner un nom à ce structuré Taskop qui va être utilisé quand vous faites des stand-up. Vous pouvez passer une thread factory qui, elle, va permettre de donner des noms aux threads virtuels qui vont être créés par ce STS. Donc, pareil, dans votre thread dump, vos threads virtuels auront des noms particuliers, ce qui peut être extrêmement utile, surtout quand vous en avez beaucoup. Et vous pouvez également positionner un timeout. Et donc, au bout de ce timeout, bah, il va se passer des choses dont on va voir les détails. Alors, qu'est-ce qui se passe si deux tâches jettent une exception? Je vais répondre, ça dépend. Si vous n'avez pas passé de joiner, la première tâche va interrompre les choses et vous allez la récupérer wrappée dans une faille d'exception. Donc, il ne peut pas y en avoir de deuxième puisque la première a tout arrêté. Par contre, en fonction du joiner que vous avez, là, vous pouvez avoir effectivement plusieurs exceptions et on va voir comment est-ce qu'on peut les traiter. Vous avez un callback, vous pouvez en faire grosso modo ce que vous voulez. Voilà. Alors là, le comportement par défaut du join, c'est que si jamais il y a une tâche qui échoue, bah, le join va jeter une exception. Et s'il n'y a pas de tâche qui échoue, une fois que le join y rend la main, en fait, il rend la main en retournant nul. Mais ça, on peut jouer avec ça. Et ça dépend en fait du joiner que vous allez lui passer. Vous pouvez créer des joiners. Joiner, c'est une interface. Je vais vous la montrer dans un instant. Elle est aujourd'hui en 25 et 26 paramétrée par deux types paramétrés, T et R. T, c'est le type des callables que vous soumettez à votre STS. Et R, c'est en fait l'objet que votre join peut retourner. On va voir la nature du joiner, mais et vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est que ce R exactement dans un instant. À partir de 27, on peut donner, enfin on doit donner, pardon, un troisième type à ce joiner, qui est le type de l'exception qui va être jeté en fait par le joiner. Donc le joiner, c'est l'interface qui va vous permettre de définir la façon dont votre STS doit fonctionner, c'est-à-dire une stratégie. Premièrement, comment est-ce que le succès ou l'échec de vos tâches euh, vont agir sur le succès ou l'échec de l'exécution de votre STS. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si vous dites, bah, il faut que toutes mes tâches me produisent des résultats. Si j'ai juste une exception, ça casse tout. Et ça, c'est en fait le comportement par défaut. Mais vous pourriez vous dire, bah, j'ai soumis 10 tâches. Il faut que j'ai au moins 7 résultats, par exemple. Si j'ai jusqu'à 3 exceptions, ça va, je peux encore faire quelque chose, je peux encore produire un résultat. Vous voyez, vous pouvez comment dire, implémenter ce genre d'idée, ce genre de stratégie avec votre STS. Il va vous dire également ce que va retourner la méthode join. Ça, c'est le joiner qui le décide, ou l'exception que ce join va jeter. Ça, ce sera en version 27. Et vous avez également la possibilité d'annuler l'exécution d'un STS. Alors, la documentation utilise le mot cancel, elle n'utilise pas le mot interrompu, interrupted. Donc c'est pour ça que je dis annuler plutôt que interrompre, mais ça revient en fait à interrompre le STS.
Ce n'est pas le terme qui est utilisé. Et vous avez deux endroits où vous pouvez agir pour décider d'annuler un STS. Le premier endroit, c'est quand vous soumettez une tâche. Et le deuxième endroit, c'est quand une tâche a terminé son exécution avec un résultat ou avec une exception. Et ça, je vais vous montrer dans un instant comment ça fonctionne exactement. Alors, cette API Joiner en 25, elle a cette tête-là. Donc, les deux paramètres, T et R, il y a une première méthode qui s'appelle onFork, une deuxième qui s'appelle onComplete. Ces deux méthodes sont des callbacks. Le premier sur la soumission d'une tâche, le deuxième sur la complétion d'une tâche. Et elle prend, ce callback prend donc c'est appelé par le STS, hein. Donc ça prend l'objet subtask en paramètre. Et puis il y a une autre méthode qui est aussi un callback, qui est la méthode result, qui elle est appelée par la méthode join. Okay, donc ce qui est retourné par result est au final retourné par join. Et onFork et onComplete retournent des booléens. Et si jamais ce booléen il est vrai, à ce moment-là, le scope il est annulé. C'est comme ça que vous pouvez annuler vos booléens. En 26, on a une méthode en plus qui apparaît. Alors, il y a une petite modification des signatures, mais il y a une méthode en plus qui apparaît, qui est la méthode onTimeout, qui va devenir timeout en 27. Et puis, vous voyez aussi que les méthodes result et timeout maintenant ne jettent plus des exceptions génériques, mais jettent des exceptions paramétrées avec le paramètre que vous avez passé. Alors, au niveau de la machine à état de ce STS, comment est-ce que les choses se passent? Vous créez votre STS dans le thread main et vous appelez la méthode open et vous passez un joiner en paramètre. Donc, comme c'est ce que vous avez demandé, ça vous crée un objet de type structure task-scope. OK. Et puis, vous allez commencer à forker des tâches dans ce STS. Et donc, au moment où vous forquez une tâche, il y a trois choses qui se passent. Premièrement, il y a cet objet subtask qui est créé dans l'état unavailable. Deuxièmement, il y a votre callback onFork qui est appelé. Et là, on n'a pas encore créé de thread virtuel, donc onFork, il est forcément appelé dans le thread main. Et troisièmement, il y a un thread virtuel qui est créé et qui va exécuter votre tâche. OK. Si ce onFork répond faux, tout se passe bien, et c'est ce qu'on va supposer en ce moment. Si jamais il répond vrai, c'est vous demandez l'annulation du STS, on va voir ce qui se passe dans un instant. Et puis, une fois que vous avez soumis toutes les tâches dont vous aviez besoin, à ce moment-là, le thread main appelle join, et ça, join, il est en train de bloquer dessus. À l'intérieur du STS, qu'est-ce qui se passe? Il y a les threads virtuels qui sont créés et qui exécutent des tâches, et puis qui, au bout d'un moment, vont commencer à créer, à générer des résultats. Voilà. Donc ça, cette tâche-là, elle a généré effectivement un résultat. Donc le subtask, il est mis à success. Le résultat, il est copié dans l'objet subtask. C'est juste un jeu de référence, hein, évidemment. Et là, la méthode onComplete, qui est le deuxième callback de votre joiner, est appelée avec en paramètre l'objet subtask. Mais il est appelé dans le thread virtuel qui a exécuté cette tâche. Et ça, c'est un point qui est vraiment important à garder en tête, parce que ça veut dire que si vous mettez du code dans onComplete, vous êtes susceptible d'écrire des race conditions. Évidemment, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Ça porte un nom, une race condition, ça s'appelle un bug, donc il ne faut pas faire ça. Et une fois que onComplete a rendu la main, eh ben, votre thread virtuel, il meurt et va finir par être garbagé. Voilà. Si jamais vous avez un thread virtuel qui génère une exception, pareil, la subtask est mise à jour dans l'état failed, l'exception est copiée dans la sous-tâche, onComplete est appelé dans le thread virtuel, donc là vous pouvez regarder ce qu'il y a dans la sous-tâche, est-ce qu'il y a un résultat ou est-ce qu'il y a une exception, et décider par exemple d'annuler le STS s'il y a une exception, en retournant vrai, là on va supposer que vous retournez faux, et le thread virtuel va mourir après ça. Et puis au bout d'un moment, vous allez avoir un autre résultat et un autre résultat. Quand tous les threads virtuels ont terminé leur exécution, à ce moment-là, le dernier callback, qui est le callback result, est appelé par le STS. Il est appelé dans le thread main. Et ce que vous retournez ou ce que vous jetez comme exception dans result va être retourné ou jeté par le join que vous avez là. Et donc le join, il rend la main. OK, le join, il rend la main.
Vous allez finir par sortir de votre try block, enfin du try with resource. La méthode close du scope va être appelée et ça va être la fin du processus. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux façons d'annuler votre STS. On va supposer que vous êtes en train de faire un troisième fork et là, le thread virtuel, il n'est pas encore créé parce que vous êtes toujours en train d'exécuter onFork. Si onFork retourne vrai, à ce moment-là, votre STS est annulé. OK. Et puis, la deuxième façon d'annuler votre STS, c'est quand vous appelez la méthode onComplete et que cette méthode onComplete retourne vrai également. Et là, c'est pareil, votre STS, il est également annulé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand votre STS, il est annulé? La première chose, c'est que tous les threads virtuels qui sont encore en train de s'exécuter sont interrompus. Et là, si vous faites des appels réseau, des choses comme ça, tout va bien se passer parce que l'interrupteur d'exception, enfin le statut interrupted du thread, il est lu par le truc et l'interrupteur d'exception, elle est jetée, tout va bien se passer. Si jamais vous faites des tâches custom et que vous ne gérez pas bien l'interrupteur d'exception, à ce moment-là, vos threads virtuels, il est possible qu'ils ne s'arrêtent pas normalement et donc vous allez ralentir votre processus. Donc là, il faut être extrêmement précautionneux avec ce point-là. Deuxièmement, comme vous avez appelé l'annulation de votre STS, la méthode onComplete, elle n'est plus appelée. Et ça, c'est un point qui est assez important et je vais vous en dire plus dans un instant. Troisièmement, le joiner.result, lui, par contre, il est toujours appelé. OK. Donc, vous avez toujours la possibilité, vous avez demandé l'annulation de votre STS avant que toutes les tâches aient terminé leur exécution, mais malgré tout, vous avez toujours la possibilité de générer un résultat pour votre scope, pour le STS global. Et c'est dans cette méthode result que ça peut être fait. Et enfin, le join, il rend la main. Et il va rendre la main en récupérant ce que vous avez fait dans votre méthode result. Donc, si vous avez généré un résultat, il va retourner ce résultat. Si vous avez jeté une exception, il va jeter une exception. Alors, il y a un truc sur lequel il faut faire très attention, sur le point 2, okay, c'est parce que comme l'interruption de vos threads virtuels, elle va mettre un certain temps à agir, il est possible qu'entre le moment où vous avez décidé d'annuler et le moment où votre thread virtuel il est effectivement interrompu, c'est effectivement arrêté, bah peut-être que dans cet intervalle de temps, il a quand même généré un résultat avant d'être complètement interrompu. Et ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que onComplete n'est plus appelé. Donc, quand vous êtes dans votre méthode result, que vous regardez toutes vos subtasks, vous pouvez avoir des subtasks dans l'état success or failed, mais pour lesquels onComplete n'a pas été appelé. Donc, ça veut dire que dans onComplete, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Essayer de générer un résultat, par exemple, global dans onComplete, c'est une très mauvaise idée à cause de ça et à cause de la possibilité de rest condition. Et ça, c'est pareil. Je vais vous en parler un petit peu plus dans un instant. Donc l'appel à close, il attend que tous les threads soient interrompus ou aient terminé leur calcul. Si vous ne gérez pas bien l'interrupteur d'exception, enfin l'interruption de votre thread, à ce moment-là, le close ne va pas vous rendre la main. D'accord? C'est pas quelque chose qui devrait arriver si vous faites des appels normaux, genre typiquement des appels réseau dans votre application. Mais si vous créez vos propres appels, si vous faites votre propre cuisine interne, vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là. Mais au moins, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez une pile d'appels pour vous aider de débugger ça. Qu'est-ce qui se passe avec les timeouts? Donc, on suppose que quand vous avez créé votre STS avec votre méthode open, vous avez donné votre joiner, OK, mais vous avez également donné cette fonction-là qui prend une configuration en paramètres, et vous avez positionné un timeout. Donc, vous avez deux tâches qui s'exécutent. Vous avez déjà un premier résultat et une exception. Là, c'est les deux subtasks qui sont dans l'état success et dans l'état failed. D'accord? Et puis, le timeout arrive à échéance. Coup de sifflet, fin du match, il faut arrêter immédiatement. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le STS est annulé. Et je viens de vous expliquer ce qui se passait quand le STS est annulé. Mais vous avez toujours des threads virtuels qui potentiellement peuvent être en train de s'exécuter. Donc ces threads virtuels, ils reçoivent le signal d'interruption. Si vous faites que des choses, des appels réseau ou quoi, tout va bien se passer. Ils vont être interrompus et onComplete n'est pas appelé puisque vous avez fait cette annulation. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et en quatrième étape,
le joiner on timeout, donc votre callback sur le timeout, va être appelé. Alors, ce on timeout, il va s'appeler timeout à partir de la prochaine version. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et il est appelé dans le thread main. Il n'est pas appelé dans un thread virtuel. Maintenant, quand vous regardez l'interface joiner de base, vous allez voir que ce joiner, en fait, par défaut, cette méthode on timeout, c'est une méthode par défaut. Et par défaut, cette méthode, elle jette la timeout exception. Et donc, comme elle jette une exception, elle casse le thread main qui est en train d'exécuter votre STS. Et donc, la méthode join va elle-même jeter une timeout exception. Alors, vous pouvez la mettre dans un try catch. C'est pas très beau, vous pouvez faire mieux que ça. Mais malgré tout, si vous faites ça, vous pouvez quand même récupérer les subtasks qui ont terminé leur exécution, récupérer les résultats et générer un résultat qui sera potentiellement dégradé. Mais ce que vous pouvez surtout faire, c'est redéfinir cette méthode on timeout et décider de ne pas jeter la timeout exception dedans. Et dans ce cas-là, le processus va continuer normalement, la méthode result va être appelée, tout à l'heure elle ne l'était pas, et donc vous allez pouvoir générer votre résultat dans la méthode result et avoir un join qui retourne ce résultat. Voilà. Et une fois que ça, ce sera terminé, bah, vous sortez de votre try with resource, vous avez la méthode close qui est appelée, et tout le truc, tout le ménage est fait, et, votre STS a généré son résultat. Et voilà. Au niveau du fonctionnement par défaut, si jamais vous avez une timeout exception qui est jetée, si vous n'avez pas particularisé la gestion du timeout, la méthode join va jeter la timeout exception et la méthode result ne sera pas appelée parce qu'elle est appelée trop tard par rapport à ça. Mais par contre, vous pouvez la catcher, l'attraper et analyser les résultats que vous avez. Voilà. Et ça, je vous l'ai dit également. Donc, quand on fait un bilan, un joiner, c'est un objet qui est assez puissant, qui est simple à écrire parce qu'il est complètement débarrassé de tout le code technique de gestion des threads, etc., que vous pouvez imaginer. Mais il peut porter en fait vraiment la stratégie métier que vous voulez implémenter dans votre système. Il vous permet de définir si vous devez annuler votre scope ou pas et sur quels critères. Il vous permet de générer un résultat. Il a accès à toutes les exceptions de toutes les tâches que vous avez soumises. Donc, à partir de là, il peut décider de générer quand même un résultat potentiellement dégradé et de loguer les exceptions, les journaliser, etc. Ou bien de jeter une exception. Et il peut faire ça avec toutes ces informations-là. Et puis, il peut en plus gérer des timeouts. Alors, on a des joiners qui sont disponibles. Vous avez une factory de joiners avec des méthodes factory dedans. Il y en a quelques-unes que vous pouvez utiliser. Par contre, des noms qui expliquent bien ce qu'elles veulent dire. Par exemple, le Any Successful of Horse Row. Ça, c'est un joiner qui va vous rendre la main immédiatement dès qu'il y a un résultat, qui ne va pas attendre les autres. Imaginez que vous soyez en train de faire des requêtes sur un DNS, par exemple. Vous faites plusieurs requêtes sur plusieurs DNS parce que vous n'êtes pas bien sûr qu'ils soient tous aussi rapides les uns que les autres. Ce que vous voulez, c'est optimiser la vitesse. Tous les résultats vont être équivalents. Donc, dès que vous avez un résultat, vous n'avez pas besoin des autres. Donc, ça, c'est ce joiner-là qui vous permet de faire ça. Le deuxième joiner, lui, il n'est en succès, il ne tolère pas qu'une tâche puisse jeter une exception. Et vous voyez qu'il retourne une liste de subtasks. Donc, ça veut dire que la méthode join associée, elle va vous retourner une liste avec l'intégralité des subtasks dedans. Et vous en avez deux qui retournent void. Le premier ne tolère pas non plus les exceptions également. Il s'attend à ce que toutes les tâches génèrent un résultat. Et puis le dernier, lui, il attend tout et il ne va pas jeter l'exception si jamais il viennent des tâches qui jettent une exception. Et puis les deux derniers, le dernier, pardon, qui est en fait un joiner qui permet d'annuler un scope, il prend un prédicat et ce prédicat, en fait, il va être appelé sur chaque sous-tâche que vous avez soumis. Et si jamais ce prédicat retourne vrai, il va à ce moment-là demander l'annulation du scope. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas générer de résultat. Comme je vous ai montré tout à l'heure, même si un scope est annulé, vous pouvez quand même générer un résultat partiel pour ce scope.
Deux petites remarques sur le joiner. Quand je vous disais qu'on peut avoir des race conditions et des choses comme ça. Là, j'ai une classe qui s'appelle Max Joiner, ok, et qui prend des objets qui sont comparables, hein, juste parce que c'est plus pratique. Et puis, vous voyez que sur la méthode onFork, alors je vous rappelle que la méthode onFork, elle est appelée dans le thread main, donc j'ai pas de race condition dedans. Dans cette méthode onFork, ce joiner-là va stocker toutes les sous-tâches qui correspondent à toutes les tâches qui sont soumises à ce STS. Et puis, la méthode result, elle cherche à. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à trouver le max. Oui, c'est un max joiner. Donc, elle cherche à trouver le résultat qui est le plus grand, hein. Le T, il est comparable. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est les chaînes de caractères, par exemple. Donc, il veut la dernière chaîne de caractères, ou c'est des nombres, il veut le nombre le plus grand. Et vous voyez que là, la liste que j'ai, c'est une liste parce que le onFork, il était appelé dans le thread main et result, il est aussi appelé dans le thread main. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir de liste concurrente à ce moment-là. Je n'ai pas de risque d'avoir de race condition. Et donc, je vais analyser mes sous-tâches. Je suis dans result. Donc, join, il est en train de rendre la main. Je sais que mes sous-tâches, elles ont toutes terminé. Je m'intéresse uniquement aux sous-tâches qui sont en succès. Je fais un get, je fais le max et je retourne un optional. OK? Et d'ailleurs, je pense que ça devrait être un joiner d'optional de T, cet exemple-là. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple. Mais vous dites, ah mais oui, mais c'est embêtant parce que mon Aurélie, je suis obligé de filtrer sur les tâches qui sont en succès, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas en succès, etc. Machin. Peut-être que vous pourriez vous dire, si je le faisais sur onComplete, je pourrais ne mettre dans ma liste que les tâches qui sont en succès, parce que sur onComplete, là, mes tâches, elles ont terminé leur exécution. Donc, je sais si elles portent un résultat ou si elles portent une exception. Là, c'est là que je vais les mettre dans onComplete, je ne vais mettre que des tâches qui seront en succès, et tout ira bien. Et après, dans mon stream, eh ben, je n'aurai pas besoin de filtrer, et puis je n'aurai pas besoin d'appeler get non plus, parce que j'ai directement mes objets qui sont dans sous-tâche. Sauf que si vous écrivez ça, il faut garder présent à l'esprit que onComplete est appelé dans le virtual thread qui a exécuté votre tâche. Et là, sur l'objet subtask, vous avez une race condition, parce que ce subtask, lui, il a été créé dans le thread main. Vous avez une liste qui est créée dans un thread main, et puis d'autres threads qui veulent ajouter des objets à cette liste. Donc, vous avez besoin d'une liste concurrente. Ça ne peut plus être une liste. Ça va être, par exemple, une concurrente linked queue. Et là, vous échangez une situation dans laquelle vous n'avez pas de race condition, vous avez juste besoin de faire un mapping et un filtrage sur une liste, ok, versus une situation où à chaque fois que vous faites un add, vous êtes obligé de gérer la visibilité, c'est géré par l'implémentation, hein, par concurrent link queue, mais enfin, c'est vous qui payez la note à la fin quand même, ok, en termes de performance. Donc, vous ajoutez ces trucs dans une liste concurrente, et après le stream que vous allez créer sur cette collection pour analyser le résultat, c'est pareil, toutes les lectures, ça va aussi être des lectures concurrentes. Donc, vous allez avoir besoin, encore un coup, de traverser des barrières de mémoire, etc. Les écritures et les lectures vont être beaucoup plus coûteuses. Et ça, c'est un pattern, ça, c'est un anti-pattern, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Cette méthode onComplete, elle n'a pas été faite pour ça. Ok. Si vous voulez implémenter ce genre de pattern, vous mettez vos subtasks dans onFork, vous faites votre mapping avec le get ou avec exception, vous faites le filtrage, tout se passera bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Réfléchissez à 2 fois avant de mettre des choses dans onComplete. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous parler des scope values, j'ai été trop bavard. Juste 2 mots sur les scope values, ça je vous l'ai déjà dit. C'est quelque chose qui a été fait pour optimiser, enfin pour remplacer le modèle de variable thread local. Thread local, c'est utile quand vous voulez transmettre quelque chose d'un point A de votre application à un point B, mais sans passer par les appels de méthode. Quand vous écrivez des callbacks, c'est de ce genre de fonctionnalité que vous avez besoin. Le modèle de programmation, il est super simple. Vous créez une scope value avec new instance. Et cette scope value, il va falloir la lier, créer ce qu'on appelle un binding, okay, avec cette méthode where. Donc là, cette scope value, elle est liée à la valeur value1. Et cette liaison, elle est valide dans le contexte de l'appel du runnable qui est ici. On peut aussi passer des callables dans le contexte de ce truc-là. Et quand vous quittez cet appel de méthode, do something smart, à ce moment-là, le binding
n'est plus actif, il est perdu. Vous pouvez binder plusieurs clés à la fois. Et à la fin, pour faire votre lecture, vous avez une méthode isBound qui permet de tester si le binding est bien actif. Vous avez une méthode get qui vous permet de lire ce binding. Ça, c'est quelque chose, vous voyez que là, j'ai écrit les trucs, j'ai pas créé de thread, donc c'est quelque chose qui marche indépendamment des threads que vous pouvez avoir. Il y a deux règles à avoir sur les threads. Si jamais votre tâche crée un thread, à ce moment-là, le binding n'est pas transmis à ce thread. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir, il n'y a pas de méthode close sur scope value comme sur thread local, donc vous ne voulez pas avoir de binding qui continue à être actif alors que vous n'avez, alors que vous, alors que vous avez terminé l'exécution de votre tâche. Mais parce que le structure task scope est auto-closable et que vous ne pouvez pas avoir de trucs qui s'échappent du STS, vous ne pouvez pas avoir de threads qui s'échappent du STS. Si jamais votre runnable ou votre callable que vous avez passé au binding, il crée un STS, à ce moment-là, les tâches qui sont dans le STS vont voir les bindings que vous avez sur ces scope values. Donc ces scope values, c'est vraiment une API qui a été faite pour travailler avec l'API de concurrence structurée. En dehors de ça, les bindings ne sont pas transmis. Voilà. Je vais, je vais m'arrêter là parce qu'il me reste juste une minute. Un petit bilan. Où est-ce qu'on en est? Les threads virtuels, ils sont finaux en 21, améliorés en 24, prenez-les. Scope value, c'est final en 25. Concurrence structurée, preview en 25, en 26 et en 27. Ça, c'est le QR code si vous voulez jouer avec le lab dont je vous ai parlé en début de présentation. Ça, c'est la version Java 1 qui date de mars. Il y a une version Devox France avec deux ou trois petites modifications qui est un peu plus récente que j'ai faite en avril. Voilà. Merci pour votre attention.